Quand on choisit d'apprendre la programmation avec le langage C sans avoir aucune base de l'informatique, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. Les gens savent pas c'est quoi le binaire, l'hexadécimal. Ils veulent juste programmer, puis boum, ils sautent dans le langage C, puis ils pensent qu'ils vont apprendre ça facilement. C'est pas, il y a des gens qui y arrivent, hein, il y a des gens qui ont une facilité un peu plus avec la programmation que d'autres. Donc, c'est pas un jugement ici que je porte, mais un constat. Donc, plusieurs ont de la difficulté. Alors, je vais essayer de vous introduire au langage C, sachant des fois que certains d'entre vous n'ont pas nécessairement une base très solide de l'informatique. Comment fonctionne la mémoire. Alors je vais, étant donné qu'on est dans une introduction, quelque chose de très basique, je vais me permettre des fois d'élaborer un peu plus sur sur le binaire, peut-être l'hexadécimal, les segments de mémoire, ou je ne sais pas, mais on discute au fil du temps. Cette capsule-là, j'ai rien décrit, moi je travaille pas avec du matériel, j'y vais comme me pousse le vent. Alors j'ai choisi pour débuter cette capsule, de m'inspirer d'un échange que j'ai eu récemment avec un jeune étudiant au Bénin. Il m'a envoyé un peu son code, du code qu'il a lu dans des livres ou qu'il a obtenu à quelque part. Il essaie de le compiler, il essaie de le comprendre. Et puis, même si je prends son exemple à lui, je sais qu'il n'est pas le seul à avoir cette difficulté. C'est plutôt quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors, je vais utiliser, j'utilise pratiquement toujours Linux, moi, pour mes capsules vidéo. Peut-être qu'il y aura des petits cas d'exception à l'occasion, mais vous allez souvent me voir à la ligne de commande de Linux. Alors, je vais utiliser GCC comme compilateur. Alors, si certains d'entre vous ne sont pas familiers avec la ligne de commande, en même temps, vous allez peut-être me voir taper des commandes, ça va peut-être vous enseigner quelques petites commandes en même temps. Ceux qui sont sous Windows avec un autre type de compilateur, ben c'est pas grave, sachez juste que le code que je tape, vous pouvez le mettre dans votre compilateur, et puis ben ça va fonctionner. Il n'y a pas de je suis au niveau de la base, là, donc il n'y aura rien là, de très, très élaboré. Alors, ceci étant dit, je m'en vais sur mon serveur Linux, je me démarre une session terminale et j'arrive à la ligne de commande. Je me suis créé un répertoire qui s'appelle C code, hein, dans lequel je vais mettre mon code en C. Et j'ai mis les deux exemples ici de l'étudiant que j'ai reçu du Bénin. Je vais débuter avec l'exemple 1. Ça ici, c'est le code que l'étudiant reçoit ou qu'il m'a envoyé. Je ne sais pas exactement comment c'était formaté au départ. Et puis, moi, personnellement, j'aime pas la façon que ce code-là est structuré parce que il est difficile à comprendre. Mais il fonctionne, somme toute, ce code-là fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça peut être difficile des fois, si on débute puis avec du code mal indenté, ça peut être un peu compliqué. Je vais juste il y a rien qui vous empêche de mettre des espaces. Vous n'êtes pas obligé de tout coller. Des fois, ça facilite. À l'occasion, même, je me permets de mettre des commentaires. Du genre début du programme principal. Début du programme principal. Bref. Donc, à l'occasion, si jamais c'est votre premier code, vous le comprenez pas trop, vous voulez faire quelque chose de beau, propre, il n'y a rien qui vous empêche de mettre des commentaires pour vous aider, de dire, bon, ben, ça, c'est le début de mon programme principal. Un commentaire, ça commence par /étoile et ça termine par étoile /. Tout le reste que j'ai mis entre le /étoile et le étoile /, ben, c'est vous qui choisissez.
Main, il nous manque ici deux parenthèses, parce que c'est une fonction main qui va retourner un entier. Et puis main, on va le laisser comme ça pour l'instant. On peut y passer des paramètres, mais pour l'instant, on retourne un entier lorsqu'on a terminé. Unsigned int l'année. Donc ça ici, c'est bon. J'aime ici qu'on ait pris le temps de mettre un nom de variable au long. Souvent, on va voir les gens mettre A. Et puis, plus loin dans le programme, on se demande à quoi A servait. Ben, dans un petit programme comme ça, on va s'en rappeler facilement, mais dans d'autres programmes, parfois, quand on a beaucoup de variables, il y en a une qui s'appelle A, B, C, D, et on ne sait plus laquelle sert à quoi. Et n'hésitez pas à donner des noms significatifs à vos variables. Après mes déclarations de variables, généralement, je laisse un espace. Et là, je fais mes écritures, puis je vais laisser un espace parce que quand on va afficher entrer une année, ben, ça serait bien qu'il y ait un espace et que le curseur clignote à côté de cet espace-là. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants, printf, ça permet d'envoyer quelque chose à l'écran de façon formatée, mais ici, on n'a aucun formatage particulier. On verra plus tard des formats si on veut imprimer des chiffres ou du texte, on peut le formater. Donc, on affiche au départ entrer une année. Là, on invite l'utilisateur à écrire au clavier. Scanf permet de scanner au fichier, le fichier qui va être le standard input. Dans notre cas, vu qu'on n'a pas de fichier particulier, les scanf se font généralement sur le standard input, qui est habituellement le clavier. On va aller chercher 4 décimales. Donc, notre formatage ici, c'est justement, c'en est un formatage, %4D. Donc, on débute un formatage, D pour décimal, F pour un nombre en point flottant ou un nombre réel, S pour une chaîne de caractères. On y va avec une décimale et puis la longueur maximale va être de 4 décimales. Donc, scanf année. Le résultat qu'on va scanner du clavier, on va le mettre, ici on a un et commercial qu'on remarque. Le et commercial signifie que on passe en paramètre à scanf l'adresse en mémoire où pointe la variable année. Quand on compile un programme en C, premièrement, avant même de parler de ça, je vais vous expliquer un peu la mémoire. La mémoire, elle est segmentée. Il y a des segments de mémoire. Et quand le kernel de Linux ou un autre système d'exploitation lance un programme, il lui alloue un segment de la mémoire dans lequel il va pouvoir opérer. Vous allez pouvoir opérer votre programme. Donc, quand vous tapez votre programme, le système d'exploitation vous alloue un espace mémoire, et puis vous allez opérer là-dedans. Quand vous déclarez une variable, en fait, cette variable-là, c'est ni plus ni moins l'adresse où va se trouver l'information du chiffre. Dans notre cas ici, c'est un entier, int qui veut dire integer, un nombre entier, et non signé, donc ça va être des chiffres positifs. On ne pourra pas mettre des moins. On ne pourra pas mettre moins 30, par exemple. C'est juste des chiffres positifs qu'on va pouvoir mettre. Parce qu'il n'y a pas de signe. J'expliquerai un peu plus tard la notion de signe, pas de signe, comment fonctionne un octet sur 8 bits non signé ou sur 7 bits parce que le 8e bit est utilisé pour le signe. J'y reviendrai là-dessus. Donc, il faut juste se souvenir que ici, plutôt que de taper une adresse mémoire, on donne un nom qui est lisible par un humain, comme ici année, puis c'est le programme qui va nous dire à quel endroit se trouve en mémoire année. Alors, on dit à scanf, ce que tu vas lire au clavier, va le mettre à cette adresse-là de la mémoire qui est représentée par année ici dans mon programme. Donc, quand moi je vais lire une année au clavier, scanf va aller mettre ce chiffre-là à cette adresse-là, donc une case dans la mémoire,
qui m'appartient et que j'ai nommé année. Donc, c'est beaucoup plus facile de nommer une adresse par un nom que de commencer à taper des noms, des numéros d'adresse. Puis de toute façon, on ne sait pas à quelle adresse on va aller. Donc, tout ça, ça se fait automatiquement. Donc, pourquoi ne pas mettre un espace ici, puisque ces deux lignes-là vont un peu de pair. On demande à l'utilisateur, donne-moi une année. Notre utilisateur va nous fournir une année. Et puis après ça, c'est ici qu'on fait le traitement des informations. L'informatique, oubliez jamais ça. L'informatique, c'est la science de l'information. On obtient d'abord des informations, on va chercher des informations. Ici, on va chercher une information qui est une année et on va la chercher au clavier. Généralement, ce qu'on fait ensuite en informatique, c'est qu'on traite cette information-là. On ne va pas chercher des informations juste pour aller chercher des informations. On a un but généralement pour aller chercher une information, c'est d'effectuer un traitement sur cette information-là. L'algorithme qui va nous permettre de mettre peut-être une intelligence autour de ça, puis d'essayer de conclure quelque chose de cette information-là. Et puis généralement, à la fin, quand on a le résultat de tout ça, on doit généralement faire quelque chose avec le résultat. On va pas chercher des informations, les traiter, puis finir là. Généralement, on va faire quelque chose, on va peut-être le stocker dans un fichier, on va peut-être l'afficher à l'utilisateur. Dans notre cas ici, on va aller lui chercher une année, on va la traiter, on va faire un traitement dessus, puis on va lui afficher quelque chose à notre utilisateur. Quand on fait un if, je sais que beaucoup de personnes vont débuter le bloc à la fin de leur ligne. Personnellement, je suis de ceux qui préfèrent aligner les accolades qui débutent et qui terminent un bloc et indenter le code à l'intérieur pour signifier que tout ce qui est à l'intérieur de l'accolade est indenté. L'indentation, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, ça veut juste dire de le pousser un petit peu pour dire, quand c'est un petit peu décalé, ça veut dire que ça a un lien avec ce qu'on a écrit ici. Donc, si l'année, c'est 2005, ça, c'est notre traitement qu'on fait sur l'information qu'on est allé chercher. Puis encore là aussi, j'aime bien espacer un peu. Donc, du code tout collé, j'aime pas bien ça, mais bon, ça devient une question de préférence parce que le code fonctionne. Donc, c'est pas un problème technique, c'est un problème pour l'humain qui doit lire votre code. Donc, nous sommes ici en 2005. Donc, si jamais un internaute nous rentre l'année 2005, on va pouvoir dire nous sommes en 2005. Sinon, on peut vérifier si l'internaute ou notre utilisateur nous a entré l'année 2006. Et si c'est le cas, on va lui afficher nous sommes en 2006. Donc, on obtient une année, on fait un traitement. On regarde le traitement étant, est-ce que c'est 2005, 2006 qui est rentré ou autre chose? Puis le résultat, on lui affiche. En fonction de ce qui aura rentré, on va lui afficher différentes choses pour que ça fonctionne avec le chiffre qui est rentré. Donc voilà, j'ai indenté le code. Et puis ça ici, ça vient terminer le main qu'on avait ouvert au départ. Et puis si j'essaie ce code-là ici, je vais le compiler avec GCC, exemple 1. Output, où mon objet, mon binaire, va être, je vais l'appeler exercice 1. Et puis, je vais exécuter exercice 1. Puis ici, on me dit entrer une année. Je vais rentrer 2. Et puis, vous promenez. On va aller changer un peu ce texte-là ici. Je vais dire plutôt année introuvable. Juste pour que ça fonctionne un peu avec année introuvable. Donc, on peut dire à l'utilisateur, je n'ai pas trouvé cette année-là, ou aucune statistique pour cette année, aucune info, aucune information
aucune information pour cette année. Et puis, on va rajouter des /n juste pour, j'ai remarqué quand le message s'affiche, ce serait bien qu'on change de ligne juste pour que ce soit plus propre pour l'utilisateur, qu'on lui affiche un message et que le curseur revient en bas au début de la colonne. Donc, quand j'ai oublié de recompiler mon programme, je vais recompiler, GCC, on le recompile, j'exécute mon programme, entrée une année, 34, j'ai aucune information pour cette année. Je le réessaye avec 2005 cette fois-ci, et ça dit nous sommes en 2005, et puis là maintenant quand je l'essaye avec 2006, nous sommes en 2006. Alors j'ai testé toutes les possibilités qu'il y a dans ce petit programme, on va le réviser rapidement. On débute notre programme principal ici. On inclut les entrées sorties standard. stio.h signifie Standard Input Output. Donc, par défaut, là, on inclut toujours ce header file ou ce fichier d'entête. Le hash, c'est un fichier header, un fichier d'entête. On débute notre main. On va utiliser une partie de la mémoire pour juste se souvenir d'un seul chiffre. On n'a pas d'autre chose dans notre programme. On a juste besoin d'un petit morceau de mémoire pour se souvenir du chiffre que l'utilisateur va rentrer au clavier. Et puis, quand l'utilisateur va le rentrer, on va aller stocker ce chiffre-là à l'adresse qu'on a en mémoire. Donc, puis ensuite, on va vérifier si le chiffre qui a été rentré, si c'est 2005, on va dire nous sommes en 2005. Si c'est en 2006, on dit ça. Puis si l'utilisateur rentre n'importe quoi d'autre, on va pouvoir dire à l'utilisateur je n'ai aucune information pour cette année. Donc, c'est très simple comme programme. Je voudrais juste vous mettre au fait que lorsqu'à l'intérieur d'un bloc, on n'a qu'une seule instruction, on n'est pas obligé de mettre les accolades. Les accolades sont obligatoires si on a plus qu'une instruction, mais lorsqu'on a une seule instruction, les accolades ne sont pas obligatoires. Donc, ça vient un petit peu alléger le code. Pour pas grand-chose, mais ça amène une petite légèreté. Donc, si j'essaie ce code-là maintenant, juste pour être sûr que ça compile toujours bien, et puis si j'exécute 2005, mon code fonctionne toujours bien. Alors voilà, c'est le premier exercice. Donc, vous avez vu un petit peu comment on va chercher un chiffre au clavier. On le met dans une case mémoire qui nous a été réservée. On fait un petit traitement, juste des vérifications. C'est pas très gros comme traitement. Et puis ensuite, on informe l'utilisateur parce que si on lui a demandé une année, c'est sûrement parce qu'on voulait l'informer de quelque chose. Alors voilà pour cette petite introduction qui peut équivaloir à ce qu'on appelle généralement un Hello World, qui consiste à se connecter sur une machine, savoir comment compiler un programme, et puis d'afficher un petit quelque chose à l'écran. Donc c'est peut-être un petit peu plus élaboré qu'un Hello World, mais quand même pas tant que ça. Je vais aller avec le deuxième exemple que le même étudiant du Bénin m'avait envoyé. À ce moment-là, l'étudiant est en train d'apprendre les tableaux à une dimension, à 2 dimensions, etc. Ça, c'est le tableau que la personne a obtenu. Et puis, la personne, se pose des questions, essaie de comprendre. Puis, encore là, la façon que c'est codé, la façon que c'est indenté. Et puis même, je note une petite erreur, mais qui n'en est pas une. C'est une erreur de logique, mais c'est pas une erreur de syntaxe au niveau de la programmation en C. Le petit point-virgule que vous voyez ici. Ce point-virgule-là peut des fois nous faire chercher très longtemps. En gros, les tableaux, la façon, donc, juste avant, j'ai expliqué un petit peu quand on a un nom de variable, on a un espace en mémoire qui lui est alloué. Alors, quand on a un nom de variable avec un chiffre à côté,
On appelle ça généralement un tableau à une dimension ou un vecteur. Donc, c'est les termes utilisés. Un vecteur, parce que quand il y a une seule dimension, ben, c'est un vecteur. Mais on peut aussi appeler un array simple, tableau à une dimension. Donc, c'est un peu l'équivalent de mon année de tantôt. Par contre, c'est que au lieu de réserver qu'une seule case en mémoire pour contenir un nombre entier, il réserve cinq cases, une à la suite de l'autre. Donc, vous pouvez vous imaginer un contenant pour mettre des œufs dans lequel vous auriez réservé les 5 premières cases. Les 5 premières cases-là, vous les réservez. Et puis, dès le départ, vous allez y déposer le chiffre 1, 2, 3, 4 et 5 dans l'ordre. Donc, lorsqu'on écrit 5, en fait, il faut comprendre que pour les accéder, c'est de 0 à 4. Donc, à T0, j'aurai le chiffre 1. À T1, j'aurai le chiffre 2. À T2, j'aurai le chiffre 3, etc. Mais juste pour les besoins de la cause, je vais changer un peu les chiffres. Ça va être encore plus simple à comprendre. Donc, dans le premier espace mémoire qui est réservé de T, j'ai le 0 qui est mis dans cette... imaginez encore mon contenant dans lequel on met des œufs. Dans le premier, j'ai le chiffre 0. Dans le deuxième, j'ai le chiffre 1. Dans le deuxième, j'ai le chiffre 2, 3 et 4. Ensuite, je me crée une autre variable que j'appelle i. Encore là, ça c'est le code original, mais je vais le restructurer un peu après pour le rendre plus à mon goût. Ça devient une question de goût et je pense que c'est plus facile parce que présentement je trouve ça un peu je peux comprendre pourquoi les gens ont de la difficulté à apprendre les tableaux à une dimension quand le code est écrit de cette façon-là. Donc on se réserve, en plus d'avoir nos 5 œufs ou nos 5 contenants pour déposer des œufs, on en crée un 6e parce qu'on va avoir besoin de i pour calculer. Donc, on en a 5 et j'en ai un autre que je me suis défini. Ensuite, je me crée une boucle. Une boucle, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est plutôt que d'écrire le code plusieurs fois, j'initie une boucle et je fais faire le code qui suit plusieurs fois. Donc, il y a toujours 3 éléments qu'on met. Donc, qu'est-ce qui va être exécuté avant que la boucle débute? Donc, avant que la boucle débute, i va être égal à 0. Donc, on va aller mettre 0 dans cette case-là de la mémoire qui est nommée i. On l'a nommé i, cet endroit-là de la mémoire. Tant que à cet endroit-là, i, le chiffre est plus petit que 5. Présentement, il est égal à 0. Alors, il est plus petit que 5. Donc, ça va être la condition qui va faire en sorte est-ce qu'on continue la boucle ou pas. Donc, ça, c'est avant de faire la boucle. Ça, c'est de savoir est-ce qu'on fait une autre itération de la boucle. Et à chaque fois qu'on termine la boucle, qu'est-ce qu'on fait par après? Donc, qu'est-ce qu'on fait avant? Qu'est-ce qu'on vérifie qui justifie qu'on la continue? Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est toujours comme ça que la boucle for fonctionne. Si je mets un point-virgule, l'erreur, c'est que la boucle va mettre 0 en mémoire. Elle va vérifier la valeur, puis elle va mettre 1. Elle va revérifier la valeur. Elle va dire i est toujours plus petit que 5, alors elle va mettre 2. Elle va vérifier la valeur, elle va dire i est toujours plus petit que 5, elle va mettre 3. Elle va dire i est toujours plus petit que 5, elle va mettre 4. i est toujours plus petit que 5, elle va mettre 5. Et là, à ce moment-là, elle va terminer la boucle. Et quand elle va avoir terminé la boucle, elle va afficher à l'écran %d de t espace printf %d, c'est un print formaté. Et le formatage qu'on veut, c'est que l'espace mémoire qu'on va signifier après, on veut que ça soit affiché en décimale à l'utilisateur. Notez que l'information, quand elle est stockée en mémoire, l'ordinateur, il comprend que le binaire. C'est toutes des 0 et des 1. Mais quand on affiche à un utilisateur, à un humain,
généralement, on va donner un format décimal parce que les humains sont familiers avec le système décimal qui signifie les chiffres de 0 à 9. Alors, on va prendre T, I. On sait que I égale 5 puisqu'on est sorti de la boucle. Mais I5, c'est un espace mémoire qui ne nous appartient pas malheureusement. Donc, ça pourrait générer ce qu'on appelle un segmentation fault. Vous allez voir ça des fois quand vous roulez votre code en C, vous avez segmentation fault. C'est que là, vous allez jouer dans une partie de la mémoire que vous avez peut-être pas réservée, ou vous l'avez réservé, mais vous savez pas exactement, ça peut générer un chiffre aléatoire à ce moment-là. Vous pensiez à un certain résultat, puis vous obtenez autre chose, vous n'arrivez pas à comprendre, ben vous êtes dans une zone, sans le savoir, elle vous a été réservée, mais vous l'aviez jamais initialisée. T5, nous, rappelez-vous qu'on a initialisé T de 0 à 4. 5, on ne l'a jamais, il ne nous appartient pas vraiment, à moins que ce soit le I qui est là, que le kernel a décidé de mettre juste au bout et qu'on obtienne le chiffre 5 finalement. Donc on va l'essayer ce code-là, on va le compiler, on va regarder un peu le fameux résultat, je vais juste rajouter un \n pour qu'on change de ligne par après. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. Donc GCC, mon GCC, je l'ai pas expliqué tantôt, mais c'est GNU C Compiler, un compilateur C dont la licence est libre de droit. Donc, c'est une licence qu'on peut utiliser et redistribuer gratuitement. Donc, EXT2, exemple 2, -O, je vais l'appeler exemple.2, tout simplement. Si j'exécute exemple.2, j'obtiens 32 767. Alors voilà, c'est un nombre aléatoire que je pouvais pas nécessairement prédire parce que je me suis dit, je vais soit avoir un nombre aléatoire ou soit un segmentation fault parce que je joue dans une case mémoire qui m'appartient pas. Donc, c'est chose à ne pas faire. On va retourner puis on va corriger cette erreur-là qui est très simple. On enlève le point-virgule ici. Comme ça, la book for va pas se faire au complet. Elle va se faire, le printf va se faire à chaque fois que la book for est exécutée. Et encore là, je vais faire un peu comme tantôt, puis j'y reviendrai à ça. Puis encore là, je suis mal indenté, ou je suis indenté d'une façon que moi je n'aime pas et que je trouve difficile à comprendre pour rien. Et j'ai même de misère à comprendre pourquoi les gens enseignent cette méthode de coder puis d'indenter. Donc, c'est mon opinion personnelle. Alors, voyons voir maintenant la différence. Si je recompile et je réexécute, maintenant j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai corrigé mon erreur. Avant, je comptais jusqu'à 5 et j'imprimais 5 qui ne m'appartenait pas, qui est un espace mémoire dont je ne connais même pas, ou j'aurais pu tomber sur un segmentation fault parce que j'aurais été joué dans un segment de mémoire qui m'appartient pas, puis là, à ce moment-là, le kernel pense que je suis peut-être en train d'espionner une autre application, parce que c'est une technique d'espionnage. On pourrait scanner la mémoire au complet, parce que dans la mémoire, il s'exécute, je vais faire la commande PS, il s'exécute un paquet de choses en mémoire, et puis je pourrais peut-être aller voir puis aller fouiller dans la mémoire de Firefox qui est en exécution, et pour essayer de trouver peut-être des mots de passe que Firefox stocke en clair dans une case de mémoire. C'est pour cette raison-là on peut pas jouer partout où on veut. Et si on essaie de faire ça, le kernel va nous dire tu fais une faute au niveau des segments, tu n'es plus dans le segment de mémoire que je t'ai alloué, et puis votre programme va tout simplement avorter à ce moment-là. Donc maintenant, je vais aligner le code un peu plus à mon goût, juste pour le rendre plus lisible. Donc j'indente ma définition ici, mes deux autres variables. Mon for devrait débuter ici. J'aime bien que mes accolades soient enlignées les unes avec les autres.
Donc voilà, moi, le genre de code que j'aurais écrit ressemblerait plus à ça. Là, c'est clair que mon int, mon main débute ici, termine là. C'est clair que ma boucle for est fait toutes ces instructions-là. Puis prenez cette habitude-là parce que le programme ici est simple, mais quand du code, 4000 lignes de code, vous voulez savoir où commence le for, puis vous pouvez descendre très longtemps avant de voir la fin. Puis là, on va arriver peut-être à réduire un peu le code puis à faire des fonctions. Bref, allez-y comme ça. Une autre chose que j'aime bien, pour faciliter l'apprentissage, c'est bien de nommer des variables qui font du sens. T, j'aime pas ça, on peut l'appeler tableau. On peut lui donner un nom tableau. Et pour répondre à mon ami étudiant Bénin, dans un exemple que je lui avais envoyé, j'avais appelé mon exemple Array 1. Et puis, il m'est revenu en disant qu'il connaissait pas Array 1, mais en fait, c'est un nom. On peut donner n'importe quel nom. C'est pas important, le nom. Ben, je peux pas l'appeler int, évidemment. C'est un mot réservé par le compilateur. Et je peux pas l'appeler main. Main, en fait, oui, je pourrais l'appeler main, mais évitons les keywords de C. Mais allons-y, si on peut très bien l'appeler tableau, parce que c'est un tableau. Puis ici, on peut l'appeler compteur. C'est un compteur. Je pourrais très bien essayer de dire, mon compteur égale 0. Tant que mon compteur est plus petit que 5, eh bien, compteur plus. Et puis là aussi, vous pouvez mettre des espaces. N'ayez pas peur d'en mettre des espaces. Ça rend le code parfois un peu plus lisible. Et quand les variables ont des noms significatifs, eh bien, vous savez que compteur, c'est un compteur. C'est pas une année. Tantôt, ça s'appelait année parce que cet espace-là de la mémoire, on lui avait donné un nom significatif qui signifiait le contenu qu'elle allait recevoir. Et ça, c'est juste pour l'humain. Le compilateur, ça dérange en rien, mais l'humain qui lit votre code, ou vous-même qui relisez votre code 3 mois plus tard, vous vous dites, ouais, qu'est-ce que je faisais déjà avec ça? Alors que là, ici, maintenant, c'est clair. Et puis, vous affichez le tableau. Un autre petit détail, le T ici est en majuscule. Une convention en C, c'est que on garde les noms de variables en majuscule pour les constantes et en minuscule pour les variables. Étant donné que c'est une variable, le T aurait dû être écrit en minuscule. Donc, T indice compteur. Donc, c'est le même code ici. Par contre, à mon œil, il est plus facile à comprendre, il est plus lisible et il fonctionne mieux. Il fonctionne mieux juste à cause du petit point-virgule. Le petit point-virgule, ça c'est un détail. Quand on débute en informatique, on peut des fois faire cette petite erreur puis chercher longtemps pourquoi notre printf ne se fait pas 5 fois, pourquoi on a un segmentation fault, pourquoi il nous arrive avec un chiffre complètement aléatoire. Donc, faites attention à ce petit point-virgule à la fin des tableaux. Donc, voilà pour les tableaux à une dimension. Je vais maintenant compiler ça, juste pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Donc, non, j'ai pas fait d'erreur, donc voilà, terminé. On va y aller maintenant avec un tableau à 2 dimensions. C'est une question qui revient souvent. Une fois qu'on a compris les tableaux à 1 dimension, on aimerait bien faire des tableaux à 2 dimensions. J'ai pas d'exemple pour ça, donc je vais faire un CP-P de l'exemple 2. Je vais repartir de mon exemple 2 et je vais en faire un exemple 3 de celui-là. Donc, ceux qui s'intéressent à la ligne de commande de Linux ou de Termux, on peut le faire aussi. On a la commande copy qui permet de faire une copie. Donc, j'avais exemple 1 et exemple 2 au début. Maintenant, j'ai exemple 3. Je vais aller dans exemple 3 puis je vais le modifier pour en faire, pour vous montrer un petit peu les tableaux à 2 dimensions maintenant. Donc, je vais l'appeler tableau 2D.
tableau 2D. Et puis, je vais pas l'initialiser de cette façon-là au début, juste pour vous montrer qu'il y a d'autres façons d'initialiser des tableaux. Mon tableau à 2 dimensions va contenir, on va dire, 5 lignes. Et il va contenir 3 colonnes. Et ça, c'est moi qui le détermine. C'est moi qui le, en fonction du besoin. Là, je suis dans la peau d'un entrepreneur qui veut se développer un logiciel qui va calculer la paye de ses employés. Alors, j'ai besoin du numéro de mon employé. Je vais avoir besoin de son taux horaire, combien il gagne de l'heure, mon employé, et combien d'heures il a travaillé cette semaine. Donc, c'est ces 3 chiffres que j'aurai besoin. Ça va être ça, mes 3 colonnes. Et puis, dans mon entreprise, tiens, je vais changer le chiffre 5 par 7. J'ai 7 employés. Donc, ça se peut. Ça se peut que j'ai 7 employés, puis que j'ai besoin de calculer les payes pour mes employés. Donc, je vais y aller ici. Je ferai pas tout de suite des fichiers, mais éventuellement, on regardera comment on prend l'information à partir d'un fichier. Mais là, je vais le coder en dur dans mon programme en C. Puis, je vais dire que mon tableau, puis même si on parlait de non significatif tantôt, je pourrais l'appeler tableau des payes, hein, tab paye. Donc, pour moi, c'est significatif que tab paye, c'est mon tableau pour les payes pour cette semaine. Donc, je pourrais dire que tab paye, l'employé 0, la colonne 0, j'ai dit tantôt que c'était les numéros d'employés. Alors, c'est l'employé numéro 1. Et puis, toujours la ligne 0. Les 2 colonnes suivantes, j'ai son taux horaire à mon employé, qui gagne 1,23 l'heure. En passant, je vais changer int par float. Je viens de me rendre compte que dans ce tableau-là, les valeurs que je vais mettre, ce ne sont pas des nombres entiers, ce sont des nombres réels avec des décimales. Donc, ce qu'on appelle un float, un point flottant. Donc, c'est le terme utilisé en informatique. Point flottant, float, ou double. Double, c'est un float, mais qui est sur un double, qui prend le double d'espace parce qu'on va contenir des très gros chiffres ou aller avec une précision beaucoup plus grande. Ici, là, quand on parle d'argent, pour calculer la paye de quelqu'un, on n'a pas besoin d'une précision incroyable. On a juste besoin de calculer les sous. Chez vous, ça peut être des francs, ça peut être des dollars américains, des dollars canadiens, je ne sais pas. Mais peu importe, ici c'est 1,23$. Je dis 1,23$, mais ça peut être un franc 23. Ou si c'est en francs, ça pourrait être 10 francs 23. Peu importe. Et le nombre d'heures que mon employé a travaillé, c'est 40 heures. Il a travaillé 40 heures cette semaine. Donc voilà. Mon deuxième employé, qui est l'employé numéro 1. Son numéro d'employé, c'est 5. Parce que mon employé 2 et 3, c'est des vieux employés qui ne travaillent plus pour moi. Ça se peut que maintenant, mon deuxième employé, ce soit son numéro d'employé soit le numéro 5. Il gagne également 10 et 23 de l'heure, mais lui, cette semaine, il a travaillé 38 heures. Il est parti un peu plus tôt vendredi. Mon autre employé, c'est 7. Lui, il gagne 1$ de plus, c'est le gérant. Et puis, il travaille plus fort aussi. Il fait beaucoup d'heures. J'ai oublié de changer ici que dans mon tableau, c'est le deuxième élément de mon tableau. Ben, c'est le troisième, l'élément numéro 2. L'élément numéro 3 de mon tableau à 2 dimensions, c'est mon employé numéro 9 qui gagne 7
7,45 $ et travailler 10 heures. C'est un employé qui est pas là souvent. Donc voilà, je vais y aller avec 4 finalement. Ça va être moins long que 7. Donc j'ai 4 employés, j'ai mes 3 colonnes. Maintenant, j'ai un compteur. Mon compteur, lui, ça va être un entier parce que mon compteur va compter de 0 à 4, tout simplement. Ah, et puis juste pour les besoins de la course, je vais définir une constante ou 2 constantes. La façon de définir des constantes, c'est on écrit define. Et là, en majuscule, max employé, je pourrais l'écrire comme ça, 4. Et puis define max colonne, 3. Ici, je pourrais définir mon tableau des payes à max employé. Et ayant max colonne. Donc, c'est le genre de constante que vous pouvez définir. Et puis, si un jour vous ajoutez de nouveaux employés, vous pourriez passer de 4 à 5 employés. Vous faites juste changer ça. Et puis, à ce moment-là, partout, si vous avez utilisé votre constante, ça va être changé partout. Donc, ça facilite les choses. Comme compteur, ici, je vais débuter à 0. Et puis, jusqu'à ce que j'ai atteint le maximum d'employés, eh bien, compteur plus. Quelque chose que j'ai pas mentionné tantôt, c'est qu'il y a 2 façons d'incrémenter un compteur. Ben, il y a plus que 2 façons. Il y a quelques façons. Il y a une façon qui est compteur égale compteur plus 1. C'est une façon de faire. Donc, on prend le contenu de la case mémoire qui se nomme compteur et on y ajoute 1, puis ensuite, le résultat, on va aller le porter dans cette case mémoire-là. Donc, si c'était 3 qu'on avait là avant, on va prendre 3, ça fait 4, on va aller mettre 4 à cet endroit-là. Si on fait compteur plus, le plus, étant donné qu'il est situé après le compteur, on appelle ça de la post-incrémentation. Si j'avais d'autres instructions sur la même ligne, les autres instructions seraient effectuées avant, avec la valeur de compteur actuel, et compteur serait additionné à la fin du traitement, après. Donc, c'est pour ça que le plus est après. Et puis, on peut également dire plus compteur. Donc, dans notre cas, que ce soit plus compteur ou plus compteur, ça fait pas trop de différence. Mais dans le cas où on aurait plusieurs instructions sur la même ligne, on va pré-incrémenter compteur avant de l'utiliser. Donc ici, là, si compteur était égal à 3, il devient 4 avant que je l'utilise. Alors que dans le cas suivant, je vais utiliser 3 avant de l'incrémenter à 4. C'est juste ça que ça veut dire. Mais étant donné que compteur est seul après le point virgule, parce qu'oubliez pas que ça ici, ça se fait avant de débuter la boucle for. Ça ici, c'est la condition qui fait en sorte que la boucle va se continuer ou pas. Mais après le point virgule, on a une seule instruction, alors que le plus soit avant ou après, ça fait pas une grosse différence. Mais pour les amateurs très pointus de l'informatique, sachez qu'un processeur de 2 GHz fait environ 2 milliards de cycles d'horloge par seconde. Et effectuer une opération post-incrémentation, ça prend quelques cycles d'horloge. Donc, une fraction de milliardième de seconde. J'ai pas les chiffres exacts parce que de toute façon, je suis dans une machine virtuelle Kali Linux. Vous pourriez être sur un x86. Sachez que chaque processeur, dans les codes d'instruction assembleur, on va vous dire combien de cycles d'horloge prend une opération post-incrémentation et combien prend une opération pré-incrémentation. Et généralement, une pré-incrémentation, ça prend 1 ou 2 cycles d'horloge plus rapides que le précédent. Mais on s'entend qu'on est dans les milliardièmes de seconde. Ici, dans le code que je vais exécuter, je m'en rendrai pas compte. Mais si un jour vous devenez avancé en programmation en C, vous allez peut-être préférer faire de la pré-incrémentation
pour économiser quelques cycles d'horloge et augmenter les performances légèrement de votre programme. Donc, c'était une petite parenthèse avancée, je l'avoue, qui n'aurait peut-être pas eu, peut-être pas nécessaire dans la formation actuelle. Donc, pour chacun de mes employés, je vais afficher tab paye, compteur qui est mon compteur d'employés, puis 0 pour je vais juste afficher son ID. Donc, je vais juste débuter par afficher l'ID pour voir si j'ai déjà là, si j'ai pas d'erreur de compilation, erreur de syntaxe ou si j'ai pas un petit quelque chose qui m'échappe. On va essayer de compiler ça. GCC XT3, l'exemple 3, c'est-à-dire. Et puis, je vais l'appeler exemple 3. J'ai pas d'erreur de compilation, bonne nouvelle. Et quand je l'exécute, ça m'affiche beaucoup de choses. Peut-être j'ai oublié de mettre un \n. Bon, j'allais oublier mon point-virgule ici. Essayons ça maintenant pour voir comment ça se passe. Je compile. J'exécute. OK. Ici, on a un petit problème. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Vous voyez les chiffres qui sont là, qui n'ont aucun lien. Je vous ai dit tantôt que, étant donné qu'on travaille avec des nombres en points flottants, il faut utiliser un float et non plus des entiers. Une autre affaire que j'aime bien aussi, c'est d'enligner mes variables, ce que je n'avais pas fait. Donc, étant donné que j'ai un float, je pourrais plus faire un printf avec un %d. Je dois faire imprimer %f. Ce qui est arrivé quand je l'ai exécuté tantôt, vous vous rappelez que le contenu en mémoire, c'est toujours du binaire. Alors, quand je l'ai mis là, j'ai mis un point flottant. Maintenant que je vais le chercher comme si c'était un entier. Et puis, je le présente à l'utilisateur. Et alors, pour l'utilisateur, ça veut rien dire. Donc, c'est incompréhensible. Ça fonctionne pas, logiquement. Alors, juste pour être constant, je mets en place en mémoire un float. Dans mon printf, je dois lui dire, à cette case-là où tu vois du binaire, c'est un float que j'avais mis là. Alors, présente-le à l'utilisateur comme étant un nombre en point flottant. Ça va demeurer dans le système décimal. Ça ne sera pas affiché en binaire à l'utilisateur. Donc, essayons de voir si cette modification-là, ici, maintenant, est mieux. Donc, maintenant, il m'affiche 1, 5, 7, 9 avec beaucoup de points 0. Donc, j'ai une deuxième façon que je peux formater l'information. Parce que moi, comme utilisateur, j'aime pas que tu me dises que mon numéro d'employé, c'est 1.0000. Je trouve que c'est pas bien présenté à un utilisateur. À ce moment-là, on peut le présenter 0.0f. On peut dire aucun chiffre au début. Je réserve aucune colonne particulière. S'il y a un chiffre, il y a un chiffre. S'il y en a deux, il y en a deux. Ou je peux puis après le point, ça c'est avant le point, le chiffre qui est ici. Et puis après le point, affiche aucune décimale. Je pourrais dire affiche 2 décimales, on le verra tantôt, parce que quand on va afficher un montant d'argent, il va falloir aller avec 2 décimales. Mais pour le numéro de l'employé, je peux me contenter de ne pas afficher de décimales. Donc, c'est la façon de formater. %. Donc, je débute mon formatage. 0 avant le point, puis 0 après le point. Donc, pas de formatage particulier pour ce point flottant-là. Fais juste me l'afficher. Donc, si je réessaye mon code, j'obtiens maintenant l'employé 1, l'employé numéro 5, l'employé numéro 7 et l'employé numéro 9. Ce sont les 4 employés qui travaillent pour mon organisation cette semaine, pour qui je vais devoir produire une paye. Je vais enlever le \n maintenant parce que je veux pas que le curseur change de ligne. Je veux continuer d'écrire sur la même ligne. Cette fois-ci, je vais écrire donc l'employé numéro 1, 2, 3, 4, 5. La paye sera de
Et là, je vais afficher 4.2F. Donc, je vais formater le montant de la paye sur 4 chiffres, point 2 décimales. Donc, vous allez voir qu'au niveau de l'alignement, ça peut créer des choses intéressantes. Si jamais, là je regarde, mais je vais devoir changer mes chiffres. Lui ici, je vais le mettre à 23 sous de l'heure, juste pour qu'on voit une différence. Sinon, on n'aurait pas vu grande différence. Donc, lui, il a juste payé 23 sous de l'heure, ou 23,23 francs. Lui, 10 francs 23 de l'heure pour ses 38 heures cette semaine. 11 francs 23 et 7 francs 45 pour ses 10 heures. Et puis là, évidemment, on se rappelle qu'à 0, c'est l'ID de l'utilisateur, mais maintenant, je veux pas l'ID. Je veux le taux horaire multiplié par, je vais désactiver la caméra pour qu'on voit bien. Donc, le fuseau horaire, bon, le taux horaire plutôt, multiplié par toujours mon compteur, parce que je dois toujours faire la paie du même employé, l'employé courant dans mon compteur. Par contre, ce qu'il y a à la colonne 2, donc à la colonne 2, c'est le nombre d'heures qu'il a travaillé. Donc, si je prends son taux horaire multiplié par le nombre d'heures qu'il a travaillé cette semaine, ben, ça va me donner une idée de sa paye avant les différentes retenues qu'il pourrait y avoir. Donc, essayons ceci maintenant. On recompile le programme, on l'exécute. OK, vous voyez là, j'avais enlevé le retour de chariot, ou le line feed, hein, pour être plus précis. Par contre, ici, dans ma deuxième ligne, je vais en mettre un. Donc ici, j'affiche le numéro de l'employé, et puis je veux pas changer de ligne. Je veux afficher la paye sera de le montant de la paye. Et après avoir affiché le montant de la paye, ben là, je pourrais changer de ligne pour me préparer pour mon prochain employé. Donc voilà, l'employé numéro 1, sa paye sera de 9,20. 3, donc, vous voyez ici là que j'ai pas réservé suffisamment d'espace. Et puis, je trouve que c'est pas bien présenté à l'utilisateur. On va retourner dans le code. Puis vous allez voir la différence. Maintenant, je vais réserver cet espace, point 2. Je recompile. Donc, vous voyez à ce moment-là ici, le texte est cadré à gauche et les chiffres sont cadrés à droite. Ce qui est une plus belle présentation quand on affiche des informations à un comptable. Dans le cas ici, c'est notre comptable. On a fait un programme. Il y a une compagnie du coin qui vous a appelé, puis elle vous a dit Monsieur X, Madame Y, vous êtes programmeur. Mon comptable aimerait que vous lui fassiez un logiciel qui calcule les payes pour lui chaque semaine parce qu'on a 500 employés. Puis il trouve ça laborieux de les calculer à la main à tous les semaines. Pouvez-vous nous faire un programme? Et puis là, vous allez lui faire puis présenter un beau rapport. Évidemment, ça va être plus élaboré que ça, mais ça donne une bonne base. Je termine cette formation là-dessus. Ça fait déjà presque 1 heure de matière. Pratiquez ça, assimilez, remémorez-vous les espaces mémoire, on lui redonne un nom. La façon que la mémoire est segmentée, vous jouez dans votre segment, vous n'allez pas espionner la mémoire d'à côté. De toute façon, si vous êtes sur une plateforme bien protégée comme Linux, vous allez recevoir des segmentation faults. Windows aussi, là, ça fait pas, je suis pas en train de dire que Windows est mal protégé, là. C'est comme ça que ça fonctionne dans les systèmes d'exploitation. Ça roule beaucoup de programmes en même temps. Puis pour des raisons de sécurité, ben chacun joue dans sa mémoire. Puis peut-être que quand on sera dans des techniques plus avancées, je vous montrerai comment partager des zones de mémoire là, pour que 2 programmes jouent dans la même mémoire. Là, on est dans les tableaux première dimension, deuxième.
Est-ce que vous êtes capable de comprendre par vous-même la troisième? Peut-être que certains d'entre vous, oui. N'hésitez pas à m'écrire si vous aimeriez avoir un exemple avec un tableau à 3 dimensions, ou 4 ou 5, peu importe. Il n'y a pas de limite. Ben, la limite, c'est la quantité de mémoire. Donc, je vous laisse là-dessus. Amusez-vous avec cette matière et puis je vais faire une prochaine séance bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée.